Aujourd'hui, mes petits farfadets velus, je vais vous parler d'une époque ancienne où il restait encore quelque humanité. La liberté d'expression existait encore. Ouais, je sais, ça paraît dingue. Je ne sais même pas si je peux le dire sur ça. Les réseaux sociaux, inexistants, n'avaient pas encore monté les communautés les unes contre les autres et détruit les relations sociales. Les gens savaient encore parler entre eux, sans s'insulter. Ils étaient capables de comprendre l'humour, sans s'offusquer. Tu n'allais pas chialer comme une de chouineuse sur le Minitel pour dire qu'on portait atteinte à ton intégrité morale en tant qu'être ayant le droit à sa spécificité, tout ça parce que t'avais pas compris l'humour. De toute façon, le Minitel c'était trop cher. Une belle époque genrée, binaire, où on avait encore le droit de dire à une femme qu'elle était une femme. Si tu avais un petit tuyau, tu n'étais pas jugé négativement pour le simple fait que tu avais un service 3 pièces. Les mots dégueulasses comme un patriarcal étaient réservés aux intellos de mes figues qui se le cortex parce que ça faisait genre. On avait encore un cerveau, un esprit critique et une capacité à analyser les filtres des blagues. Tu ne montais pas sur tes grands chevaux parce qu'on se marrait de tes valeurs, de tes croyances, qu'elles soient philosophiques, religieuses ou politiques. C'était une époque riche en idées, libre d'esprit, où les éditions Lug vendaient du rêve coloré aux jeunes ingénus et où je bourlinguais avec des prépubères de mon espèce. En ce printemps 1982, je savourais les derniers épisodes d'Ulysse 31 sur FR3, je collectionnais les vignettes Panini de Platini et de l'équipe de France se préparant pour le mondial en Espagne, tandis que les médias, pas encore devenus des merdias ou autres journalopes, parlaient d'un film de Spielberg qui faisait un tabac à Cannes avec un extraterrestre gentil, tandis que Strange entrait sérieusement dans ma vie. Je vous avais déjà parlé dans de nombreuses vidéos de mon premier Strange lu, le numéro 107, mais aussi du second Strange que j'avais lu, le numéro 113 avec Mysterio contre Spider-Man qui m'avait marqué, sans parler de l'épisode de Daredevil se faisant péter le stick par le hibou. Mais il est temps de vous parler aujourd'hui de mon premier Strange acheté avec mon argent de poche chez le marchand de journaux, le Strange 149 datant de mai 1982. Oh joie! A votre avis, qu'est-ce qui a bien pu m'encourager à acheter ce Strange 149 quand on regarde cette couverture? Allez, je vous donne un indice. Oh, you touch my tra-la-la. Je vous propose de vous mettre bien et de vous replonger dans cette délicieuse époque si vous n'y voyez pas d'inconvénients. Tout le monde s'en fout. Et non, je suis pas d'accord, hein. Si vous êtes là, c'est pour tenter de retrouver vos propres émotions de gosse à travers mon expérience et mon flow habituel. Le tout sans passer par PayPal. Mon émission est gratuite. Alors on va se faire cette plongée dans les années 80 nom d'un petit bonhomme. Vas-y, envoie le générique. Ouvrons fébrilement la première page de ce Strange 149 pour découvrir l'invincible Iron Man dans un épisode appelé Le Retour de l'Homme au Fouet, tiré de l'Iron Man 146 de mai 1981, écrit par David Michelini, dessiné par Bob Layton et John Romita Jr. Alors forcément, nous assistons au combat entre l'homme au fouet qui espère bien faire ressortir les amygdales d'Iron Man par le côté obscur de son séant. Sauf que dans cette histoire, l'homme au fouet habituellement appelé Whiplash s'est posé probablement des questions d'image de marque car il essaie de se faire appeler Blacklash, non content de porter un nouveau costume. Et là, pourquoi se faire appeler Blacklash puisque son costume est bleu et violet? Je ne sais pas moi. On va dire que parce qu'au milieu de son costume, le tissu est couvert d'ombre, mais franchement, pourquoi changer Whiplash en Blacklash? Ouais, c'est bizarre. T'en as rien à cirer de ce que je raconte là. Mais pas loin. Par contre, le gars est sévèrement burné. Il n'a peur de rien quand même, hein, car il affronte là des super-héros les plus puissants et les plus lourdement blindés de l'univers Marvel avec un fouet. C'est pas badass ça? Non. Moi je dirais plutôt que c'est débile et irresponsable. Non. L'histoire se termine avec la destruction des bâtiments principaux de Stark Industries. Michelini et Layton font un excellent travail en utilisant le personnel de Stark Industries pour livrer des intrigues en couches et le bon moment où ces mêmes personnages de caractère, au toucher un peu précieux, donnent du peps à l'histoire. Il y a Yvette Avril du bureau français de Stark qui est nommée vice-présidente de Stark Enterprises. Yvette, putain c'est un peu difficile à porter quand on est une aussi jolie bonasse, hein, même dans les années 80. Tu deviens vulgaire, gros. Pardon. Il y a aussi la Rockmouth Bethany Cabe qui part en Allemagne à la suite de sa visite à l'ambassade d'Allemagne de l'Ouest dans le dernier numéro et qui décide de ne pas en parler à Tony. Et puis il y a le passage où l'agent de sécurité Martel alias Monsieur Martellini, dans sa vie civile, devient un méga badass et affronte l'homme au fouet avec furie parce que l'autre lui a tué son petit toutou. C'est beau à regarder et on passe un agréable moment. Juteux. Le Strange 149 nous propose ensuite un épisode de l'homme araignée intitulé Les 9 vies de la chatte noire, tiré de l'Amazing Spider-Man 195 d'août 1979, écrit par Marv Wolfman et dessiné par Case Pollard, même si Al
Milgram, non crédité, a participé, assisté à l'ancrage de Mike Esposito et de Maryse Séverin, eux-mêmes non crédités alors qu'ils ont sauvé l'épisode car l'encore officiel, nommé M. Hance, n'a pas fait son travail dans les temps, retardant la sortie de l'épisode. L'art de Chris Pollard est tout à fait agréable à regarder, mais il semble qu'un certain nombre de lecteurs ont écrit pour se plaindre que Pollard avait un style trop proche de Ditko. Je ne suis pas un spécialiste et je vous laisse seul juge dans les commentaires, mais je n'arrive pas à voir le style de Ditko dans ses dessins. Mais revenons à l'histoire. Comment ne pas être enthousiasmé par cet épisode avec la chatte noire? On dit chatte racisée. Ah oui, pardon, on n'est plus en 1982, on dit la chatte racisée. Voilà. L'épisode s'ouvre de façon tonitruante avec Spider-Man incapable d'empêcher la chatte noire de kidnapper son père, Walter Hardy, de la prison où il est enfermé. Enterré sous un mur explosé de la prison, Spider-Man est pris au piège, et il est incapable d'empêcher la sécurité de la prison d'arrêter la chatte noire. En tant qu'adolescent, cette jolie fille en tenue noire m'avait quelque peu fait mousser la bière. Et pourtant, j'étais à un âge où les vraies filles de la vie, celles de la classe, ne m'intéressaient pas du tout, et même celles qui commençaient à avoir les seins qui poussaient. Non, c'était pas mon truc. Mais la chatte noire, on peut dire que j'ai eu un début d'émotion. Alors, nous le savons, et pas seulement de Marseille, la chatte noire a été inventée par Marvel Wolfman dans un épisode de Spider-Woman, mais Stan Lee voulait quelques révisions, et à ce moment-là, Wolfman ne travaillait plus sur Spider-Woman. Alors, il l'a présentée dans cet arc de l'araignée. Je rappelle que son design très excitant est de Dave Cockrum. L'histoire est intéressante, car en quelque sorte, elle nous révèle les origines de la chatte racisée. La jolie doudoune révèle à son père, ancien cambrioleur de son état et aujourd'hui mourant, qu'elle est sa fille. Felicia explique que sa mère lui a caché son passé, mais elle a appris la vérité et elle s'est entraînée à être tout aussi cambrioleuse que lui. Speedy retrouve la doudoune et l'affronte à nouveau dans une bataille physique, mais aussi morale, quand Felicia explique qu'elle n'a pas le droit de laisser un homme mourir en prison sans sa famille. Ce qui n'est pas au goût de Speedy que je trouve un petit peu tatillon dans cet arc. Bah oui, sachant que Felicia a pour unique but de laisser son père finir ses derniers instants aux côtés de sa mère, je trouve que Speedy se la joue un peu hard en adoptant une ligne très dure sur le respect de la loi, ce qui ne lui ressemble pas. Pendant le combat, la chatte noire domine physiquement Spider-Man en raison de sa blessure au bras. Au bras, il est blessé au bras. Au passage, Lug a supprimé les onomatopées du combat. Ainsi, sur cette image, on a enlevé le walk de la chute. Pour une fois, je ne vais pas m'en plaindre, c'est toujours un plaisir de voir un walk être supprimé. Jure, tu devrais pas me parler comme ça. Cependant, leur combat envoie la jolie lunette dans le vide et Spider-Man l'attrape par son mauvais bras, l'empêchant de tomber dans un premier temps, mais la douleur est trop forte et il doit lâcher prise en voyant Felicia plonger dans une rivière où elle disparaît, et où elle est laissée pour morte. Du moins jusqu'à de futurs épisodes, car chez Marvel, on ne meurt pas longtemps. Du moins, je l'ignorais encore à l'époque, trop jeune pour repérer les raisons financières motivant les résurrections. À l'époque, ça ne m'intéressait pas, car je voulais voir des super-héros se foutre sur la tronche, mais il faut savoir que cet épisode est rempli de sous-intrigues, comme le drama amoureux traitant de la romance de Peter avec Betty Brandt, qui a des problèmes de mariage avec Ned Leeds. Peter, qu'on connaît par cœur, se montre violent dans la discussion. Au passage, Lug a supprimé les coups et les impacts comme à son habitude, voulant certainement faire travailler son atelier de retoucheur, parce que franchement, il n'y a rien de choquant dans cette claque. Au final, Peter perd une fois de plus Betty, mais aussi ses copains présents dans la scène, puisque Flash Thompson et Harry Osborn agissent avec lui à la fin de la scène comme des abrutis finis. Il y a aussi l'autre sous-intrigue plus terrible, où on retrouve dans la maison de retraite où vit Tante May... Oh, you touch my tra-la-la. Non, pas cette Tante May là. On y retrouve donc le cambrioleur qui a tué l'oncle Ben dans l'Amazing Fantasy numéro 15. L'infâme personnage exige que le docteur Reinhardt s'occupe de Tante May. Pourquoi? Il recherche un truc particulier, mais on ne nous en dit pas plus dans cet épisode. Et comme je suis généreux et magnanime avec vous, je vais vous les révéler. Approchez. Approchez. Mais non, pas si près, vous êtes cons ou quoi? Ce qu'il cherche à obtenir de May Parker est révélé dans l'Amazing Spider-Man numéro 200. Il est persuadé que la vieille cache un butin caché. Ah! Reinhardt accepte, mais Pourquoi? est-ce qu'un honnête médecin se comporte comme ça, me direz-vous? Non, Ça vous intéresse vraiment pas? non. Je vais quand même vous le dire. Le docteur Reinhardt est en fait mystérieux, Ah bon? comme il le sera révélé dans l'Amazing Spider-Man 198. Il a déjà utilisé l'identité de Reinhardt dans l'Amazing Spider-Man numéro 24. Mais ça, je veux bien concevoir que vous en foutez. L'épisode se termine avec le décès du père de Felicia. Speedy est amer comme un citron, car en une même nuit, le père et la fille sont morts. De retour dans son propre appartement, il trouve un télégramme qui lui apprend que sa tante May est apparemment décédée. Et ça, c'est du cliffhanger, non? Non. Puis on arrive à l'épisode de la honte, pas celui de l'intrépide Daredevil tiré du Daredevil 154 de septembre 1978 réalisé par Roger Mackenzie et Jen Collan. Non, l'épisode d'origine doit être très bien. Faudrait juste que j'arrive à lire cet épisode en entier. Et c'est surtout le massacre de Lug qui est une honte. 18 pages réduites à 8 pages. Cette fois, Lug a atomisé la cuve à jus de ce récit. On devine aisément la raison liée au combat de Daredevil contre Mr. Hyde, Cobra, le pitre et le gladiateur dans une arène. Mais enfin quoi, c'est pénible. Lug a tellement remonté les cases qu'on ne sait même plus ce qui arrive à Mr. Hyde. C'est plus de la chirurgie esthétique à ce niveau-là. C'est du démembrement, de la vivisection non conventionnée. Pas grand chose à dire donc sur cette histoire de baston dans une arène telle
tellement elle a été trucidée du derche, mais je suis en train de récupérer les épisodes originaux et je vous en ferai prochainement une vidéo. Ah! Enfin, le Strange se termine avec le Rom Chevalier de l'Espace dans les Limbes. L'histoire est tirée du Rom 19 de juin 1981, écrit par Bill Mantlo et dessiné par Sal Buscema. Et mon dieu que cette couverture est moche. Tu m'étonnes. À la suite de son combat avec les X-Men, Rom a été piégé dans les Limbes, endroit VIP où tu peux trouver autre chose que des spectres noirs, puisqu'on y trouve le fantôme de l'espace dont tout le monde a Osef, mais aussi un autre Space Knight banni comme Firefall. Lors de la grande bataille de Galador il y a 200 ans, il a été capturé par les spectres noirs et il a utilisé sa flamme vivante pour se bannir dans les Limbes. Ah bon? Pour leur échapper. Après un combat contre les spectres bannis, Rom est renvoyé sur Terre par Firefall, mais avant de quitter les Limbes, Rom est tourmenté par un Wraith qui lui a montré les visions de sa planète natale Galador en ruine. Eh bien voilà, mais c'est très bien. Bon, sans tomber dans le concentré de tristesse, c'est pas top. On sent que Sal Buscema n'est pas encore à l'aise dans ses dessins, mais ce n'est pas vilain à regarder non plus, un peu comme la beauté fanée d'une MILF sur le retour. Ah bah ça c'est un chouette trait d'esprit. L'histoire est complétée par la saga des Chevaliers de l'Espace qui apporte quelques compléments à l'univers de Rom. Voilà, je tenaise du verbe tenaiser à vous parler de mon premier Strange acheté fébrilement avec mon argent de poche en mai 1982. Il réveille en moi bien des souvenirs nostalgiques d'une époque révolue remplie d'une symphonie de couleurs chatoyantes, morte et enterrée, et pourtant si vivante dans ma tête. Un mélange de bonheur, joie et poire à lavement. T'es un romantique, gros. Ce Strange 149 fait partie de ce genre de choses que tu as tripoté toute ta vie, un peu comme là. Il est temps pour nous de nous quitter, je vous remercie de votre attention, en espérant que ma propre expérience aura réveillé des souvenirs en vous, n'hésitez pas à nous les communiquer en commentaire, ça serait chouettos. Sur ce, mesdames, restez bonnes, n'achetez pas chinois, mais laisse un post blow pour encourager le gosbo que je suis. Fille, regarde ce physique. Masterclass. C'était Bob Zombie, le king de la bulle de love dans le tube, à bientôt les geeks. Je sais où tu te caches. Non, Abdel Razafri. Abdel Razafri. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez.